Bonjour à tous, aujourd'hui je ne vous emmène pas apprendre au fond des bois ni en Alsace pour explorer les traditions de Pâques comme dans les deux vlogs précédents, mais je réponds aux questions sur notre instruction en famille que vous m'avez posée la semaine dernière. Donc ça a été un exercice très intéressant pour moi. Je vous avais demandé de me parler de vos problématiques que vous rencontriez en IEF ou simplement vos interrogations. Et vraiment, ça a été un exercice intéressant. J'ai dû réfléchir à des choses que je n'avais jamais pensé. Donc, merci de nourrir ma réflexion. Avant de commencer, je me présente. Je m'appelle Dorothée, je suis artiste plasticienne et je pratique l'IEF avec ma fille Lily Rose depuis 9 ans maintenant. Je suis aussi l'auteur du livre Lily Rose apprend, récit d'une éducation créative. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et créatrice de ressources, d'espaces pédagogiques pour que des enfants, scolarisés ou pas, puissent expérimenter les apprentissages autonomes, les pédagogies alternatives, surtout à travers le prisme de la créativité. Donc ça, c'est vraiment le maître mot de mon approche avec Lily Rose, avec les enfants. Et donc sur le compte Instagram Lily Rose apprend, je partage notre quotidien, nos activités en IEF, nos ressources, notre mode de vie. Avant de commencer, je précise que j'ai bien eu toutes vos questions et je les ai regroupées par thématique et je les ai classées pour qu'elles suivent un ordre à peu près logique. En barre d'infos, je vous mets les chapitres pour que vous puissiez aller directement au sujet qui vous intéresse. Première question, comment fait-on l'instruction en famille, la demande d'autorisation et les contrôles ? Avant, il suffisait de déclarer au DAZEN, directeur académique des services de l'éducation nationale de votre secteur, et à sa mairie, que vous alliez pratiquer l'IEF avec votre ou vos enfants. Mais depuis quelques années, il faut demander une autorisation. Et vous devez faire entrer votre demande dans un des motifs suivants. L'état de santé de l'enfant ou son handicap, la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, l'itinérance de la famille ou l'éloignement géographique d'un établissement scolaire public, ou bien l'existence d'une situation propre à l'enfant qui motive un projet éducatif spécifique que vous établissez, que vous rédigez, et qui accompagnera votre demande d'autorisation pour examen. Donc concrètement, très concrètement, il faut remplir un CERFA que vous trouvez sur Internet. Vous tapez dans votre moteur de recherche CERFA IEF, vous remplissez des informations assez classiques et vous accompagnez ce dossier de documents qu'on vous demande selon le motif. Alors, il y a le justificatif d'identité, celui de votre enfant, la personne qui instruit, un justificatif de domicile, et ensuite des pièces spécifiques selon les motifs. Ça peut être des documents médicaux, etc. Et vous envoyez tout ça à la direction des services départementaux de l'éducation nationale. Ça se fait de mars à mai et vous recevez les réponses avant le début d'année scolaire suivante, enfin avant la rentrée, donc entre avril et les vacances d'été. Si vous obtenez l'autorisation, elle est donnée pour 1 an et ça peut aller jusque 3 ans. Lorsque c'est dans le motif, vous passez dans le motif 1, état de santé ou handicap. Nous, c'est ce qu'on a obtenu avec Lily Rose, autorisation pour 3 ans. Donc ça veut dire qu'on est tranquille jusqu'à ses 16 ans, qui correspond à l'âge de fin de l'instruction obligatoire. Donc après, il n'y a plus d'inspection. On est passé par le motif état de santé. Lily Rose, en fait, a eu une phobie scolaire quand elle avait 6 ans. Et même si aujourd'hui elle en a 14 ans, c'est toujours quelque chose qui est présent, cette hyper-anxiété scolaire. Elle a aussi un diagnostic de trouble autistique, donc aussi un diagnostic de trouble anxieux généralisé. Elle est suivie par une psychologue, un psychiatre, et elle a une reconnaissance MDPH, donc on a pensé que le motif 1 était plus adapté. Si vous n'obtenez pas d'autorisation, l'autorisation, si c'est négatif, il y a des recours possibles. Donc je vous laisse aller voir le site
Les Enfants d'abord, qui est une association d'aide aux démarches légales pour faire l'IUF, qui organise aussi des rencontres entre les familles, mais qui savent vraiment correctement vous aider. Donc en gros, légalement, c'est ce que vous devez faire pour commencer à faire l'instruction en famille, obtenir l'autorisation. Ensuite, effectivement, quand vous avez l'autorisation, vous commencez et quelques mois après, il y a les contrôles. Tous les ans, un inspecteur d'académie vient chez vous, où ça se passe dans les locaux de l'Éducation nationale, vérifier qu'il y a une instruction de l'enfant, de vos enfants ou de votre enfant. Donc ça peut avoir lieu au domicile des parents ou dans leurs locaux à eux. Et le but, c'est de vérifier qu'il y a une acquisition progressive de l'enfant dans chacun des domaines du socle commun de compétences, de connaissances et de culture. Et qu'il y a les objectifs de chaque fin de cycle sont atteints. Donc les cycles, ce sont des périodes pluriannuelles d'apprentissage. Cycle 1, ça correspond aux années de maternelle. Cycle 2, ça correspond au CP, CE1 et CE2, et ainsi de suite jusqu'à 16 ans. Donc votre enfant en IEF ne suit pas forcément le programme scolaire année par année, mais il doit évoluer dans ces tranches de 3 ans, dans ces cycles, et dans les grands thèmes du socle commun. Donc on y reviendra un petit peu plus tard. Pour revenir au contrôle en lui-même, il doit être adapté à l'âge de l'enfant et lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, il doit être adapté à ses besoins particuliers. Donc ça, c'est très important. Le contrôle se déroule normalement en plusieurs temps. Il y a un entretien préalable avec la personne responsable de l'enfant qui explique un peu la démarche, la méthode pédagogique qu'ils suivent. Ensuite, il y a une présentation des travaux de l'enfant qu'il a réalisés pendant l'année. Et enfin, des exercices écrits ou oraux adaptés à l'âge et à l'état de santé de l'enfant. Donc nous, pour Lily Rose, on demande effectivement une adaptation du contrôle qui soit plus en lien avec le dossier pédagogique que j'envoie avant à l'inspecteur et non basé sur des exercices qui n'auraient pas à voir avec notre pédagogie et avec sa phobie scolaire. À la convocation d'inspection, on envoie un compte-rendu de ce qu'on a fait avec Lily Rose en IEF tout au long de l'année. Donc les activités qui ont été faites, les sorties, les lectures. Et je mets en lien ces activités avec le socle commun pour montrer qu'il y a vraiment une instruction dans ce cadre, comme c'est légalement demandé. Il faut bien comprendre qu'on peut ne pas suivre le programme scolaire, que l'enfant qui a 6 ans n'est pas obligé de suivre le programme de CP, mais il est dans le cycle 1 du socle commun et les activités qu'il va faire, eh bien, on montre que oui, ça rentre dedans. Donc on trouve ce socle simplement en tapant sur internet socle commun, cycle 1, et toutes les compétences attendues sont listées. Donc c'est une liste d'objectifs à atteindre, de compétences assez larges, et vous pourrez la plupart du temps insérer vos activités variées dedans. Donc, je vous donne un exemple de compétences et un domaine. Domaine 1, cycle 2. Les langages pour penser et communiquer. Copier ou transcrire dans une écriture lisible un texte d'une dizaine de lignes. En fait, cette compétence, elle peut être acquise par votre enfant lorsqu'il joue à créer un journal, par exemple, et qu'il a écrit un petit article. J'ai fait un post détaillé sur ce compte-rendu d'instruction qu'on fait avant les inspections, qu'on appelle aussi dossier pédagogique. J'ai fait un article sur le blog où j'explique tout en détail. Je vous mets le lien en barre d'infos. Ça peut vraiment permettre une meilleure adaptation du contrôle, un meilleur respect de la pédagogie, et ça peut rassurer l'inspecteur quant à la réalité de l'instruction, même si l'enfant ne fait pas d'exercice écrit ou oraux, qu'il est un peu pétrifié. Ça permet en fait d'avoir une certaine forme de preuve.
Voilà, une fois que votre contrôle est passé, que l'inspecteur est venu, vous recevez un compte-rendu. On vous dit si c'est OK ou pas pour continuer l'année suivante. Et pareil, si vous voulez plus d'informations sur les recours, ce qui se passe quand c'est pas satisfaisant au premier contrôle et qu'il y en a un second de programmé, n'hésitez pas à aller voir le site Les Enfants d'abord. Quand votre inspection elle est positive, vous êtes reparti pour une année et il faudra à nouveau faire une demande d'autorisation, repasser le contrôle et ainsi de suite, année après année. Il y a aussi un contrôle de la mairie tous les 2 ans cette fois, donc je ne sais pas pourquoi nous, on n'a jamais eu de contrôle de la mairie en 9 ans d'IEF. Donc je ne suis pas du tout la spécialiste dans ce domaine. C'est pas obligatoire que le maire vienne chez vous. Vous pouvez vous rendre dans votre mairie ou dans un lieu neutre. Et cette enquête, elle porte sur les raisons des parents d'avoir choisi ce mode d'instruction. Il doit voir si c'est compatible avec l'état de santé de l'enfant, les conditions de vie, etc. Pendant ce contrôle, par contre, les parents doivent fournir une attestation de suivi médical de leurs enfants. Par contre, il n'a pas à vous demander de visiter le domicile, de vous questionner sur votre religion, vos opinions politiques, et c'est pas non plus un contrôle pédagogique, c'est pas un contrôle social, c'est un truc un peu bâtard. Deuxième question, est-ce qu'on suit le programme scolaire avec Lily Rose ? Donc pas du tout, avec Lily Rose on n'a jamais suivi le programme scolaire depuis qu'elle a 6 ans. Âge à laquelle on a commencé à pratiquer l'instruction en famille. La phobie scolaire a fait qu'on a été obligé en fait de se libérer de tout ce carcan scolaire, le matériel, le programme, les livres, les manuels, et pour trouver notre propre façon d'apprendre, d'aller fouiller du côté des pédagogies alternatives, d'expérimenter nos propres méthodes, d'essayer de se tromper. Au démarrage, on a beaucoup pratiqué le jeu libre, la majeure partie du temps. Je le retrace dans mon livre Lily Rose apprend. Je raconte en fait comment de 6 ans à 11 ans, elle est passée du jeu libre aux ateliers d'apprentissage autonome, puis aux semi-structurés, puis en grandissant à des études plus poussées qu'elle a menées d'elle-même sur des sujets dont elle est devenue experte, à injecter du formel et à jongler avec tout ça. Donc pas de programme, même si j'ai un œil sur le socle commun, je sais ce qui est vu, je sais ce qui est à voir, je sais ce qui n'est pas acquis et ce qui est ok, c'est pas acquis. Voilà, je me stresse pas non plus avec ça. Pour vous donner un exemple concret, il n'y a pas longtemps, Lily Rose a fait en novembre dernier, je crois, une vente de cookies. Donc elle a cuisiné elle-même des cookies avec une amie. Et la vente était au bénéfice d'une association. C'était pendant un petit marché local. Elle a créé une affiche pour annoncer la vente. Elle a calculé les ingrédients nécessaires, les quantités, les coûts, déterminé les prix. Donc on est ici dans ce qu'on appelle la pédagogie de projet. Elle a mené un projet de A à Z et elle y a exercé des compétences. Elle a appris plein de choses. Si on y réfléchit, faire une vente comme ça de cookies, c'est quelque chose qui n'est pas au programme strictement. Mais par contre, ça peut totalement rentrer dans le socle de connaissances, de compétences et de culture. Par exemple, domaine 1, maîtrise de la langue française, et bien pour créer son affiche, elle a dû rédiger un texte clair, explicite, accrocheur. Domaine 2, méthode, outils pour apprendre, et bien elle a dû planifier les étapes de la confection de ses cookies, organiser les tâches à faire à 2 avec son ami, faire des essais de recettes, corriger. Elle a dû aussi utiliser un traitement de texte et un outil numérique pour faire l'affiche. Domaine 3, formation de la personne du citoyen, eh bien, elle a agi pour une cause solidaire, puisque les ventes étaient destinées à être versées à une association. Elle s'est impliquée dans la vie citoyenne finalement, et elle a aussi dû parler avec des gens, ce qui pour une personne avec un trouble autistique est vraiment un défi. Domaine 4, système naturel et technique, eh ben, elle a dû manipuler aussi le four, doser précisément ses ingrédients, ça peut aussi faire partie de ce domaine.
Domaine 5, représentation du monde et des activités humaines, eh bien, on peut imaginer ici que son action, c'est aussi une façon d'expérimenter l'entrepreneuriat, par exemple. Donc voilà, tout vous voyez, on peut rentrer de plein de façons dans le domaine de connaissances de compétences. Je ne parle pas des mathématiques, mais voilà, il y a aussi le domaine mathématique et cette activité y rentrer totalement. Elle a fait des pronostics, elle a fait des calculs. Voilà comment on procède. Après, vous pouvez tout à fait choisir de suivre des cours par correspondance, d'autres pédagogies, il n'y a pas d'obligation. Si vous êtes hyper stressé parce que vous ne savez pas comment vous y prendre pour proposer des activités et les mettre dans le socle et que voilà, vous débutez et que vous voulez faire comme nous, mais vous ne savez pas du tout par quoi commencer, enfin voilà, suivez le programme si ça peut vous dépanner quelque temps. Voyez si votre enfant adhère. Essayez petit à petit de mettre en place des choses, des activités manuelles, des bricolages. Prenez le temps de vous familiariser avec le socle commun, avec des pédagogies alternatives. Lisez, regardez, inspirez-vous et puis ajustez au fur et à mesure. Ça ne sert à rien de vous mettre un stress supplémentaire et à se dire il faut absolument qu'on fasse comme ça, et voilà, il y a un temps nécessaire. Prenez aussi appui sur les centres d'intérêt de l'enfant, de votre enfant, sur ce qu'il aime, ses passions. Suivez-le, observez-le, écoutez-le. Ce sera la meilleure façon d'amorcer les choses, de le suivre dans des sujets déjà qu'il aime. Question 3. Est-ce qu'on suit un emploi du temps précis, ou se laisse-t-on porter ? Alors, il y a deux façons d'aborder cette question. Est-ce qu'on a un emploi du temps à la semaine avec des moments dédiés à l'instruction ? La réponse est oui. Même si en ce moment, depuis quelques semaines, c'est plus vraiment le cas parce qu'on est dans une période un peu de transition. On finit des travaux de rénovation de la maison. Donc c'est assez intensif, on doit y emménager à telle période. Et l'avantage aussi de l'IEF, c'est aussi plus ou moins de moduler son emploi du temps quand on en a besoin. Donc voilà. En général, si je réponds de façon générale, voilà, effectivement, on a des moments précis dans la semaine où on se retrouve avec Lily Rose. Ça va être lundi, mardi, vendredi matin, 2h30 ensemble pour faire des activités en IEF. Et ça, c'est depuis qu'on a démarré il y a 6 ans. En général, voilà, le rythme, ça a toujours été 3 moments ensemble. Quand elle était petite, c'était même beaucoup moins de temps, peut-être 1 heure, 1h30. Il n'y a pas besoin de passer 1000 heures avec son enfant. On a aussi dans la semaine 1 ou 2 sorties, par exemple, aller en forêt une après-midi entière, ou faire une randonnée, une sortie au musée, aller à la médiathèque. Alors, c'est pas forcément non plus toutes les semaines, je vous donne un peu un exemple de planning type. Et depuis 4 ans, elle fait aussi une activité en dehors de la maison. Elle fait de la danse classique, à raison de 2 heures par semaine dans une école de danse. Donc ça s'ajoute à cet emploi du temps. Et tout le restant, c'est du temps libre pour elle, où elle choisit ses activités librement. Donc à 14 ans, aujourd'hui, ça va de travaux manuels, de dessin, de peinture. Elle fait beaucoup de lecture, des études diverses qu'elle mène en sciences, en littérature. L'année dernière, elle a étudié la vie de Lucy Maud Montgomery, par exemple. Elle s'entraîne beaucoup pour sa danse classique. Elle parle avec son amie sur les réseaux. Et quand elle était plus petite, ces moments-là d'autonomie, c'était des moments en fait où elle jouait dans sa chambre, dans la maison, librement. Elle a toujours beaucoup joué toute seule, et je pense que c'est venu parce que quand elle était toute petite, j'ai beaucoup joué avec elle à des jeux d'imitation, à la dinette, ou avec des petits personnages dans des maisons, avec ses poupons. On jouait aux explorateurs, à la vendeuse, tout un tas de choses. Et je pense que ça a été hyper important pour elle développer son autonomie et son imagination. Ça a vraiment été de pair. Et je me souviens que vers 1 an, 1 an et demi, elle jouait à boire le thé avec sa petite vaisselle, et je voyais dans son œil qu'elle comprenait ce que c'était le jeu, le plaisir du jeu. Et au fur et à mesure que voilà, je voyais qu'elle trouvait ça rigolo,
de me voir, elle me regardait le faire, elle m'imitait aussi. Et voilà, ça a pris dans son esprit, son imagination s'est très vite développée, et en même temps que son autonomie. Et donc, à 6 ans, quand on a commencé l'instruction en famille et que moi j'avais vraiment besoin de temps pour moi, parce que je sortais d'un burn-out, donc vraiment le time était pas du tout parfait. Ça n'a pas été un problème pour elle d'être seule dans la maison. Moi, j'étais toujours dans la maison, mais dans mon atelier, en fait. Elle pouvait venir me voir vraiment s'il y avait un problème, il n'y avait pas de souci. Mais voilà, j'avais besoin de mes temps pour travailler sur mon art, mes projets et me ressourcer. Et elle, pendant ce temps-là, elle jouait à faire des installations dans sa chambre, dans la pièce à vivre. Ceux qui ont lu Lily Rose apprend sauront à quoi je fais référence. Et toutes ces activités, en fait, toute cette autonomie, ça a fait partie clairement de son instruction. Donc j'ai posé ces moments-là de travail pour moi comme une condition un peu non négociable à l'IROS quand on a décidé de faire l'école à la maison, parce que je voulais qu'elle comprenne vraiment que c'était vital pour moi. Et au final, ça a été vraiment très important pour elle aussi. Et depuis quelques années, pendant ces temps qu'on passe à faire ensemble l'IEF, eh bien, on fait des choses variées, on étudie des choses que je lui propose, mais aussi des choses dont elle a envie. On fait des lectures ensemble, des expériences de sciences, de la peinture, des activités très très variées qui ne sont pas au programme, mais on se laisse porter par nos envies. Donc, parfois j'utilise des manuels scolaires, mais c'est plutôt pour me donner des idées de thématiques ou des idées d'activités. Ensuite, ça pourrait vouloir dire cette question, est-ce qu'on suit un programme d'activités, des activités précises, établies à l'avance, chaque semaine, voire qui court sur toute l'année, tout est déterminé. Donc là, la réponse est non. Par contre, depuis 2 ou 3 ans, j'aime l'été me poser et faire une sorte de classeur d'inspiration avec des thématiques, des idées de sujets qu'on pourrait faire. J'essaie aussi de me souvenir de choses que Lily Rose m'a dit vouloir explorer. Et puis, je cherche sur Internet des ressources, des documentaires, des livres, des activités manuelles, du matériel pédagogique qui peuvent répondre à ces idées. Et j'aime bien aussi les classer en fonction des saisons. Par exemple, je sais qu'à l'automne, on va beaucoup aller étudier et faire de la science, de la botanique en extérieur. On va aller en forêt parce qu'il fait encore doux, c'est beau, c'est agréable. Tandis qu'à la période de Noël, on va plus être en mode cocooning et qu'on va vraiment apprécier se plonger dans des livres, dans la littérature, dans l'histoire de l'art, dans l'histoire, des choses comme ça. Donc voilà, on essaye de se calquer à l'énergie de l'année et on aime beaucoup ça. Et Rose trouve aussi que ça lui réussit bien. L'ambiance générale nous englobe et on apprend plus facilement. Je me souviens, il y a quelques années, à Halloween, on avait étudié la littérature fantastique, par exemple. Donc c'était juste parfait. Une fois ce brainstorming fait pendant l'été, eh bien, on démarre en septembre, en fait. Quelques semaines avant, j'ai acheté du matériel s'il y avait besoin pour compléter un peu ces recherches. S'il y a des livres qu'il fallait que je chine sur des sites de seconde main, du matériel spécifique pour des expériences de sciences, par exemple, acheter tel ou tel produit, tel réactif. Mais c'est aussi possible qu'un événement se présente à la rentrée. Lily Rose, un spectacle va avoir lieu. Roméo et Juliette en ballet va être joué le mois prochain. Et du coup, on va partir sur la lecture du livre. Voilà, c'était pas prévu, mais voilà, on part comme ça spontanément. Et puis aussi, il y a des matins où on se lève et là, on ne sait pas du tout ce qu'on va faire. Et bien, simplement, on va aller regarder dans la bibliothèque, on va aller partir dans la forêt. Voilà, on va ouvrir un manuel de maths parce que, voilà, tout simplement. Rose est un peu plus réceptive à certains manuels. On va regarder un documentaire, donc ça peut être vraiment très, très varié. Donc voilà, pour résumer, en début d'année, j'ai une liste de possibilités, d'activités possibles, avec les ressources qui correspondent, le matériel qui va bien, qui va avec.
et on se laisse porter, soit par l'inspiration du moment, ou on pioche là-dedans. Si le sujet des ressources et du rythme vous intéresse, je vous invite à lire les 2 articles sur mon blog où je liste toutes les ressources, le livre, les matériels dans toutes les matières pour l'année dernière et l'année d'avant. Donc je vous mets pareil les liens en description. Et ça répondra à la question que j'ai eue sur les ressources également sur Instagram. Donc vraiment, je vous invite à aller lire ces articles. J'ai tout détaillé. J'ai une question qui rentre aussi dans ce thème, à savoir si on avait utilisé des manuels pour les maths et le français entre 8 et 12 ans. Alors pas vraiment, on en a eu quelques-uns, il y a eu quelques exercices de faits. Pour l'orthographe pure et dure, là c'est sûr qu'on n'a eu aucun manuel. Lily Rose a tout appris. L'orthographe des mots, les règles, de façon implicite, simplement en lisant des romans. Donc maintenant, elle aime bien que je lui fasse des dictées parce qu'elle sait qu'elle est forte en orthographe, mais avant, je ne faisais pas de dictées. J'utilise des manuels, souvent que j'ai chiné, des anciens manuels de français pour faire ses dictées parce qu'il y a des beaux textes classiques. Et on a plutôt utilisé du matériel concret pour la grammaire qui était sous forme de cartes. Ça s'appelait Je joue et j'apprends les bases de la grammaire aux éditions Nathan. J'en parle aussi dans le livre Lily Rose apprend parce que ce livret et ces cartes ont été le début d'un grand jeu que Lily Rose a inventé. Je le raconte dans le chapitre La ville de la grammaire. Un jeu qu'elle a entièrement créé qui nous a tenu sur plusieurs semaines. Et en grammaire, on a aussi eu le matériel Montessori et des livres pour les dyslexiques. Je construis ma grammaire aux éditions Tom Pouce. Donc il y a 3 livrets avec 3 niveaux. Donc c'est plutôt pour des utilisations ponctuelles ou des utilisations pour moi me rappeler de certaines règles et distiller au fil de nos lectures, de nos discussions, de nos activités ces informations pour répondre à ces questions aussi, ou alors je m'en sers comme ressource pour moi recréer du matériel de manipulation pour Lily Rose. Donc là encore, il y a 2 articles qui renvoient à ça sur mon blog. Il y a un jeu d'étiquettes tout simple que j'avais fait pour la conjugaison, et un article sur l'écriture, l'apprentissage de l'écriture et l'orthographe, où j'explique donc comment elle a appris grâce à la lecture des livres. Et pour les mathématiques, on a utilisé les manuels de la méthode Singapour, la première édition, pas les dernières en fait parce que voilà, elles sont pas assez épurées et claires à son goût. Elle utilise toujours ces manuels aujourd'hui. J'ai acheté plusieurs fois certains niveaux, certains cahiers parce qu'elle, pour le coup, elle les avait terminés, mais il fallait encore et encore qu'elle automatise et entérine certaines notions. C'est vraiment une matière qui est très difficile pour elle parce qu'elle est dyscalculique. Donc pour le moment, on reste sur les grandes bases mathématiques, les mathématiques pratiques. Je l'ai dit franchement et sincèrement à l'inspecteur d'académie lors des contrôles. En mathématiques, elle a un niveau CM2 6e. C'est comme ça. C'est pas une catastrophe, tant pis. C'est pas un défaut d'instruction. On a essayé, on a tout essayé même, et on a lâché prise parce que ça sert à rien de s'acharner. On a tous des difficultés dans certaines matières. Là, elle a des domaines d'expertise très importants, à contrario. Donc c'est comme ça. On a aussi eu un peu de matériel Montessori, donc le premier matériel Montessori de mathématiques avec les perles, etc. Des jeux de mathématiques de chez Placotte aussi, de chez ABBA sous forme d'énigmes. Je repense au matériel Montessori parce que souvent il a été détourné aussi, hein, donc elle s'en servait comme outil de jeu ou d'objet pour aussi résoudre des petits problèmes mathématiques. En fait, elle les illustrait, ça permettait de visualiser des quantités, etc. Et de faire des petites scénettes avec ce matériel pour mieux essayer de résoudre des petits problèmes mathématiques que je lui créais en fait. On a aussi quelques manuels pour les dyslexiques, comme les cahiers d'e-school de chez Nathan. Mais bon, pareil, ils sont très très loin d'être remplis. On pioche dedans. On fait aussi surtout des maths dans le quotidien. Par exemple, la géométrie, quand on a créé des patrons pour les vêtements de ses poupées quand elle était plus petite, quand on fait des recettes. Je pense au livre Les maths en douceur, je crois.
ou quand récemment on calcule le papier peint qui est nécessaire pour tapisser sa chambre. On fait aussi des jeux de logique quand on va dans des escape games et de la culture mathématique aussi. Ça, c'est son inspecteur qui m'avait orienté là-dessus. Par exemple, en allant simplement visiter la Cité des Sciences. Donc, il est allé avec son oncle qui est ingénieur, donc ça a été des échanges aussi intéressants. Et c'était donc de la culture mathématique. Pour en finir sur les manuels, j'ai aussi les manuels Tout Savoir. Donc, ce sont des gros manuels de révision pour les élèves scolarisés qui reprennent tout le programme, pour le coup, par niveau. Pareil, c'est pour moi connaître ce qui se fait, les sujets abordés. C'est plutôt informatif ou des sources d'inspiration pour quand je monte des séquences autour de sujets précis. Explique l'organisation de ton temps. Comment fais-tu pour tout gérer? Ici, entre les enfants et mon travail d'écriture, j'ai du mal à caser un moment pour moi. Alors ça revient beaucoup aussi, la gestion du temps. Donc ici, c'est vrai que sur les réseaux, je partage pas mal d'activités variées. Je suis parent IEF, je suis artiste plasticienne, je crée du contenu pour mon blog, Instagram et un peu pour YouTube depuis peu. Je donne aussi des ateliers pour les enfants, ça me demande pas mal de préparation et je garde aussi parfois mes neveux Swan et Lou qui sont en IEF aussi, ils ont 4 et 6 ans. Et puis j'ai la gestion de la maison comme tout le monde, plus la maison en rénovation à côté. Ce qui fait quand même déjà pas mal de choses, même si j'ai qu'une enfant, le planning est quand même bien rempli. En ce moment, je teste en fait de bien compartimenter et de dédier toute une journée entière à un thème, par exemple une journée dédiée à mon art, une journée dédiée à l'écriture d'articles pour le blog, etc. Une journée dédiée à la préparation de séquences IEF. Voilà, ça c'est mon planning actuel parce qu'on n'a pas IEF ensemble avec Lily Rose, elle est en totale autonomie. Donc j'essaye vraiment de gérer toutes mes activités cet été, de vraiment m'avancer sur quelques projets. Sinon, la plupart du temps, quand j'ai un planning de routine, on va dire, je me lève tôt, vers 4h30, 5h. En général, je commence par faire mon travail artistique, comme ça mon travail perso, il est fait. Je me sens pas frustrée. Donc au saut du lit, c'est comme ça que j'écris Lily Rose apprend. Un peu tous les matins, directement en me réveillant. Ensuite, j'enchaîne avec le petit déjeuner. Lily Rose se réveille, je fais quelques tâches dans la maison et ensuite, hop, on fait IEF pendant 2h, 2h30. Je fais ensuite une pause, donc en général, je vais me balader en forêt. Et quand je reviens, je prépare le déjeuner. Donc l'avantage, c'est que j'habite en pleine nature, donc vraiment à l'orée d'un bois entouré de prairies, de pâtures, etc. Donc je peux chausser mes baskets, partir directement pour faire une pause et me ressourcer vraiment en profondeur. Après le déjeuner, je lis un peu dans mon atelier. Souvent, je fais une petite sieste parce que là, je me suis levée tôt. Et ensuite, je travaille à un de mes projets en cours l'après-midi. Ensuite, je prépare le dîner, tâches domestiques, on va dire. Et je vais dormir assez tôt parce qu'en général, je suis épuisée. Je pense que j'arrive à gérer plein de domaines en fait et à prendre du temps pour moi parce que déjà, comme je le disais, la proximité avec la nature, ça me permet de me ressourcer en quelques minutes. Et ensuite, mon quotidien en IEF avec Lily Rose, c'est une source d'inspiration pour mon travail artistique. Donc, par exemple, je peins des tableaux où ce sont des scènes d'apprentissage inspirées, par exemple, de nos moments en IEF, de photos que j'utilise sur mon compte Instagram en IEF. Quand je fais des ateliers pour les enfants, pour une association, je m'inspire là aussi de ce qu'on fait en IEF. Je reprends un atelier que j'ai monté pour Lily Rose ou bien pour Swan et Lou et je l'adapte pour un plus grand nombre d'enfants. Quand je prends du temps pour moi, c'est du temps qui me permet de lâcher prise et donc d'enclencher le processus créatif inconscient qui va ensuite déclencher l'inspiration, qui va ensuite me servir pour mon travail artistique, que ce soit la peinture sur toile, les œuvres textiles, le montage d'expos, etc. En fait, je dirais que mon secret, entre guillemets, si je peux dire,
c'est que tout s'imbrique. Une activité sert une autre et en fait, j'optimise quelque part mon temps. Probablement que le fait que je n'ai qu'une enfant joue aussi pour la préparation de l'IEF, ça peut être un plus, mais je prépare aussi beaucoup, j'illustre beaucoup de ces supports, donc ça prend aussi du temps de préparer de façon assez approfondie, en peignant, en faisant de la mise en page, etc., sur des logiciels spécifiques, je prépare des livrets, etc. Voilà, ça me prend aussi beaucoup de temps. On n'a quasiment pas d'outils clés en main. Il faut que je crée notre propre programme. J'arrive à prendre aussi des journées seules pour moi parce que Lily Rose va chez ses grands-parents. Donc ils habitent pas très loin et ça c'est aussi une grande aide. Est-ce que je suis une maman solo ? Alors, je ne suis pas une maman solo. On vit à 3 avec mon mari, le papa de Lily Rose. On partage les tâches domestiques. Lui, il a un travail de salarié à plein temps et il s'occupe quand même majoritairement de la rénovation de la maison. Et moi, je m'occupe majoritairement de l'instruction en famille avec Lily Rose. Mais bien entendu, il est là pour toutes les sorties culturelles. Il fait avec elle des expériences de chimie. Il fait des mathématiques. Enfin voilà, il est présent à fond. Si tu avais une famille nombreuse et que tu voulais avoir la même approche que celle que tu as avec Lily Rose, que mettrais-tu en place en priorité ? Donc très 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 bonne question. Je n'avais jamais forcément réfléchi à ça. Je crois que déjà j'essaierais de m'organiser pour avoir un temps d'IEF seul avec chacun de mes enfants. Donc bien sûr, si vous avez beaucoup d'enfants, je comprends que ça peut être compliqué. Mais enfin, j'essaierai au maximum, même si c'est un petit temps, parce qu'il me semble que c'est important pour bien connaître les intérêts de chaque enfant, pour nouer une complicité aussi d'apprentissage avec chacun. Hein. Ça fait vraiment partie de notre pédagogie avec Lily Rose, que j'ai appelée la pédagogie de la curiosité collaborative et de la créativité. C'est d'avoir ce lien en fait de curiosité entre nous, de complicité d'apprendre. Ça permet aussi de savoir où en est l'enfant dans ses acquis, hein, quand on échange avec lui seul. Moi, j'utilise pas d'évaluation formelle ou écrite avec Lily Rose, donc j'ai besoin de beaucoup dialoguer, de la sonder. Et ensuite, au contraire, je pense que je chercherai à réunir les enfants en commun autour d'activités qui peuvent intéresser tout le monde, et pour que chacun puisse y trouver son compte à son niveau. Je pense par exemple, les fois où on a réuni Lily Rose, Swan et Lou pour passer un moment ensemble autour du thème de Pâques. C'est ce que d'ailleurs vous pouvez voir dans le vlog précédent. Y a Swan et Lou qui farfouillent dans un bac sensoriel, qui peignent des œufs en bois, qui remplissent des fiches qu'on a préparées avec ma sœur, avec de la géographie, de la culture générale, de la science. Et il y a Lily Rose à côté qui fait ses recherches plutôt en autonomie sur les traditions de Pâques, mais qui peint aussi des œufs. Et au final, on parle tous ensemble, on entend ce qui se dit chez l'un, chez l'autre, et on apprend aussi quelque part. Pareil, je pense qu'il faut aussi privilégier les sorties en commun. Ça peut être façon forest school, aller dans les bois, aller à la bibliothèque, au musée, des endroits où chacun peut y trouver son compte. J'aimerais aussi, je pense, les sensibiliser au plus tôt. Donc à l'autonomie, hein, comme je vous disais, Lily Rose, ça a été important chez elle. À éprouver le plaisir de jouer seul, d'étudier seul, de créer, de monter ses projets. Voilà, même sans en être consciente, je n'avais pas prévu de faire ça avec Lily Rose pour l'instruction en famille, hein, parce qu'à l'époque, je ne savais pas qu'on allait pratiquer ça. En jouant avec elle et en la laissant de plus en plus s'immerger dans ses jeux, en m'éloignant de plus en plus d'elle, mais en fournissant du matériel pour son imagination, à la laisser prendre possession de la maison, du jardin, éprouver le silence, la solitude. Voilà, mon but, ce serait que chaque enfant puisse avoir du temps pour être seul, lire seul, jouer, manipuler, se balader seul et finalement prendre en charge quelque part une partie de son IEF. Il y a aussi une part importante de préparatif, je disais. Enfin, moi, j'aime bien préparer des choses, mais dans le sens, m'inspirer, regarder des choses. Et je pense que ça transparaît dans mon livre Lily Rose apprend, quand je prépare toutes ces invitations à apprendre au bout d'un moment.
Et ce lâcher prise avec ces enfants, où les enfants sont indépendants, ils gèrent leur temps, leurs activités, en fait, c'est contrebalancé par des temps d'IEF, en fait, qui sont très incisifs, parce qu'ils sont préparés avec cœur, avec soin, avec esthétisme, ils sont percutants. Et voilà, ils nécessitent de la préparation en amont, donc je conseillerais en fait voilà, si on peut, de garder un temps pour le parent pour aller préparer des ressources ou fouiller, regarder, s'inspirer, faire des recherches si on peut, ou des ateliers créatifs à partager ensemble et qui plairaient aux enfants. Euh, voilà, moi je dis que en fait, ce qu'on pratique, c'est un peu comme un art. Il y a un juste dosage entre les temps d'autonomie des enfants, les temps de préparation de l'accompagnant, les temps d'IEF ensemble, et tout ça c'est une danse en fait entre nous, une danse familiale, et qui nécessite qu'on se pose régulièrement pour réfléchir à ce qui se passe dans la maison, ce qui se passe dans notre famille, en IEF, qui sont nos enfants, qu'est-ce qu'ils aiment. Et là encore, bon, la question voilà, d'avoir du temps, de tenter d'en dégager un maximum revient. Donc mettre un enfant peut-être chez enfin, les enfants chez un membre de la famille, des amis, ou les faire garder. Hein. Ma sœur qui fait IEF avec Swan et Lou travaille à mi-temps, elle est professeure de français. Et elle a une nounou chez qui enfin, les garçons vont chez elle, même parfois lorsqu'elle n'est pas en classe, et parce qu'elle a besoin de souffler, mais aussi de réfléchir, de préparer son IEF. Euh, Ça me fait penser en fait à la pratique d'un artiste peintre. En fait, il a des temps comme ça, un peu plus où il accumule l'inspiration, les savoirs, les techniques, la rêverie, et puis hop, il se lance sur la toile, ça paraît fluide, facile, ça coule de source, peut-être ce qu'on voit dans les photos de notre compte, où vraiment c'est l'IEF débridé. Mais l'IEF, voilà, il doit être authentique, il doit vous ressembler, et il doit ressembler à vos familles, à vos valeurs, et c'est comme ça qu'il est impactant et qu'il fonctionne. Donc il y a une sorte de préparation de tous, et puis ça jaillit dans un quotidien d'instruction. Donc c'est pour ça que j'ai appelé mon livre Lily Rose apprend, récit d'une éducation créative, ou bien notre pédagogie, la pédagogie de la curiosité collaborative et de la créativité, parce que vraiment, il y a le processus de création qui est au centre de notre IEF. Question suivante. J'ai beaucoup de conflits et de stress avec mes 2 enfants. Quels sont tes secrets pour être toujours zen ? Alors, je vous rassure, je suis comme tout le monde, je ne suis pas toujours zen. Lorsque j'ai une expo en préparation, un vernissage sur le feu, qu'il y a toute la maison à poncer avant telle échéance, et que je garde Swan et Lou pour dépanner ma sœur, et qu'en plus il y a IEF à faire avec Lily Rose, et puis le dossier pédagogique à préparer, et que je sens que j'ai un effondrement autistique parce que je suis un diagnostic de TSA aussi. Bon là c'est vraiment explosif. Lily Rose a un tempérament volcanique, moi aussi, toute la famille en fait. Voilà, le stress, la fatigue, l'anxiété, ça fait clairement partie du quotidien, même si c'est pas la majeure partie du temps, c'est vrai, c'est pas ce qui ressort dans Lily Rose apprend, parce que c'est pas non plus ce qui fait toute notre vie. J'ai questionné ma sœur par contre sur quels étaient ses secrets un peu, puisque la personne qui m'a posé cette question a des enfants de 5 et 7 ans. Et voilà, ma sœur me disait quand il y a de l'énervement, du stress qui commence à monter, aussi bien chez ses enfants que chez elle, et ben en fait ils arrêtent tout, ils partent se balader dans le village, ou ils sortent jouer dehors, ils vont dans la nature. Enfin, ils passent à autre chose, ils changent de décor ou ils font un tour en voiture. Après, elle se pose des questions aussi. Elle se dit peut-être que l'activité était trop longue, peut-être que le temps était pas. Voilà, il fallait pas faire ça ce matin parce que peut-être qu'un tel a mal dormi ou c'est pas adapté. Donc voilà, il faut vraiment rester observer tout le temps, écouter et remettre en question sa pratique. Parfois faire des ajustements. Moi, je sais qu'il y a aussi toutes les lectures qui m'ont aidée. Je pense au livre d'Isabelle Filiosa avec Parents sans s'énerver, par exemple, qui peuvent donner aussi des outils concrets. Après, la personne qui m'a posé cette question, elle indique qu'ils sont en cours par correspondance. Donc là, c'est vrai qu'il y a peut-être des attentes qui sont différentes par rapport à notre pédagogie, où les attentes ne sont pas vraiment les mêmes parce qu'on n'a pas d'attente de réussite, de performer dans le programme scolaire, par exemple.
Je peux donc peut-être pas bien répondre parce que chez nous, en fait, voilà, on n'est pas en cours par correspondance et je pense que si on l'était, il y aurait effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress et probablement des conflits, mais parce que ça correspondrait pas finalement aux particularités des enfants. Qu'étudies-tu en ce moment avec Lily Rose? En ce moment, avec Lily Rose, alors elle est très centrée sur la danse classique. Elle s'entraîne vraiment plusieurs heures par jour parce qu'elle incarne en fait le premier rôle dans un ballet de son école de danse. Ensuite, elle s'entraîne au piano avec des vidéos sur YouTube. Elle fait beaucoup de balades dans la nature, donc quotidiennement. Elle adore étudier les insectes, la flore, regarder chaque changement dû à la saison. En fait, elle veut vraiment devenir une experte de l'environnement qui entoure la maison. Donc elle part avec notre chien explorer plein d'endroits différents, des sous-bois, les talus, etc. Ensuite, il y a toute la partie illustration qu'elle adore. En ce moment, elle fait beaucoup de visages, elle travaille sur les ombres, le corps, en sciences aussi. Elle continue en ce moment, je regarde beaucoup de vidéos. Et elle utilise aussi pour son anglais à fond son application Babel et elle lit des romans en anglais. Ça, c'est la grande nouveauté de cette année. Elle s'est lancée dans les romans en anglais et ça roule tout seul. Donc moi, je suis assez impressionnée parce que je suis vraiment nulle en anglais. Et elle a toujours ses livres en français, donc je ne sais plus ce qu'elle lit en ce moment. Donc on voit vraiment que j'ai lâché prise parce que je ne sais même pas ce qu'elle fait. Non, je plaisante. Mais bon, voilà, elle est vraiment bien, bien affairée dans toutes ses passions, tous ses centres d'intérêt. On a vécu un peu un tournant dans notre instruction en famille. Hein. C'est vraiment intéressant de voir comment ça évolue. C'est même passionnant. En fait, on a décidé tous ensemble, il y a 2 ans, vraiment de façon sûre, qu'elle ne passerait pas son brevet et ni son bac. Elle s'est inscrite à l'école de Clone-Lara, donc au parcours hors campus. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à lire l'article sur Clone-Lara sur mon blog. Je vous mets le lien en bio. C'est une école américaine qui met en valeur les activités qu'on fait en IEF avec Lily Rose et qui produit des bulletins semestriels. Et ce suivi, qui dure 4 ans, accompagné d'une conseillère ou d'un conseiller, aboutit à l'obtention d'un équivalent du baccalauréat. C'est pour ça aussi qu'on s'octroie aussi, c'est moi avec Lily Rose, où c'est un peu le retour en unschooling, parce qu'en fait, tout ce qu'elle fait en unschooling, on arrive à le faire, voilà, à le traduire en tout cas dans l'interface de l'école Clone-Lara. Mais je vous avoue qu'on a quand même hâte en septembre de se retrouver pour nos moments IEF. Moi, j'ai hâte d'être cet été pour me plonger dans les ressources, dans les activités et tout, et de refaire des choses un peu plus formelles. J'ai une sensibilité esthétique et j'aimerais accompagner mes filles à développer cela. Quelles ressources et approches pourraient les aider dans ce sens? Ce qui me vient à l'esprit en premier, c'est de côtoyer les musées, tous les musées, mais de façon légère et pas pédagogique. Dès qu'ils sont petits. Dans Lily Rose apprend, je raconte nos visites aussi bien dans des grandes expos parisiennes qu'une après-midi toutes les deux avec la géante dans la petite maison du patrimoine de notre commune à porter une défense de mammouth et à embarquer dans nos poches les fossiles qu'elle nous donne. Donc voilà, vraiment être dans ces lieux, y être et sans attente encore une fois. Pas se prendre trop au sérieux, donc côtoyer au plus tôt aussi beaucoup d'images illustrées, de l'art, des livres avec des illustrations esthétiques soignées qui développent l'œil assez rapidement. Et ensuite, je pense aussi à l'environnement direct de l'enfant, par exemple la maison, l'intérieur, l'extérieur. On peut aussi créer une ambiance paisible, artistique, bohème, selon... penser chaque détail, faire des coins thématiques selon les envies et l'environnement autour de l'enfant, en fait, c'est vraiment un éducateur à part entière. Donc ça, c'est vraiment très important. Et un truc aussi, c'est apprendre à dessiner et à peindre à l'aquarelle. Par exemple, ça me semble complètement fondamental. Lily Rose a appris assez tôt et en fait, après, c'est vraiment pour elle créer ses propres outils. C'est vraiment génial.
Ça peut vraiment faire la différence, donner à l'enfant vraiment un outil concret pour exercer sa sensibilité esthétique et pour acquérir en fait un langage visuel. Donc créer ses propres images, c'est vraiment un outil d'expression qui est intime, mais aussi ça permet de s'approprier le monde et l'esthétique du monde. Donc voilà, c'est ce que je conseillerais pour développer ce côté esthétique chez les enfants. Voilà pour ce tour des questions que vous m'avez posées. J'espère que vous avez trouvé des pistes pour votre instruction en famille, que ça vous aura donné envie d'agir, de créer, de proposer, bref, que ça vous aura inspiré. C'est vraiment le but. C'est que vous puissiez offrir une instruction en famille créative, vivante, qui vous ressemble, qui apporte aussi bien les fondamentaux en fait que l'épanouissement de vous tous, de toute la famille, et qui nourrissent en fait tout simplement notre âme d'être humain. Je vous retrouve prochainement sur notre compte Instagram Lily Rose Apprend. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire sous la vidéo si ça vous a plu et à vous abonner à la chaîne. À bientôt!